Bonjour à tous. Donc, très brièvement, pour introduire le sujet, donc vous dire que je suis épidémiologiste donc, à l'hôpital Robert Debré, et donc depuis une dizaine d'années, je travaille sur les maladies en pédiatrie, et il y a quelques années, on a été amené justement à s'intéresser au devenir social, essentiellement au devenir social de jeunes adultes qui avaient présenté dans l'enfance une maladie chronique, et donc cette approche avait été extrêmement quantitative, et à partir de là, donc, nous avons nourri notre réflexion, et surtout une équipe de recherche s'est constituée autour de cette thématique, qui comprend des doctorants, avec notamment Hélène Mellerio, qui est doctorante pédiatre, et Nora Leroux, qui est scientifique de santé publique et épidémio, et qui va faire sa thèse dans cette discipline. Et au-delà, donc, elle rassemble aussi des médecins, Serge Gotto, qui est médecin de santé publique dans l'unité, Maria Teixeira, qui est anthropologue, Sophie Guillemin, qui est aussi pédiatre, et nous, tous ensemble, donc, on s'est emparé de ce sujet, et on essaie de le développer dans différentes approches. Alors, pour introduire, donc, la présentation qui va vous être faite aujourd'hui est une présentation de doctorants, donc vraiment de projet qui est en voie d'aboutissement avec Hélène, et qui aborde ces approches quantitatives, et sur lesquelles donc, notre réflexion a été menée, parce qu'à la fin, on est resté un peu sur notre faim, et on avait envie d'approfondir avec des approches plus multidisciplinaires, et notamment sociologiques et anthropologiques. Et ce qui fait on va dire le sujet de thèse d'Enora Leroux, qui ensuite va enchaîner sur la présentation et va vous montrer le fruit de nos réflexions, et puis ensuite les thèmes de recherche tels que nous allons les développer dans les années futures, et donc sur lesquels nous pouvons tout à fait échanger avec vous. Bonjour à tous. Pour aborder la question de la transition, je vous propose d'abord d'aborder la thématique des maladies chroniques. En France, les maladies chroniques concernent 20% de la population, et selon l'assurance maladie, 420 000 enfants et adolescents sont atteints d'une affection de longue durée. Cette prévalence est croissante compte tenu d'une augmentation de l'espérance de vie avec les progrès médicaux, et compte tenu des modifications du mode de vie. Le devenir à long terme de ces enfants et de ces adolescents, il est souvent étudié dans une approche très somatique, alors qu'on sait que le bien-être social est une des composantes de l'état de santé, selon la définition OMS, et aussi, alors qu'il a été prouvé que les vulnérabilités sanitaires et sociales entretiennent des liens de causalité réciproques. Disposer de données sur le bien-être social est très important, premièrement pour identifier les difficultés d'intégration des malades et leurs déterminants, deuxièmement pour élaborer des stratégies de prévention de ces difficultés, et troisièmement pour informer le plus objectivement possible les patients et leurs familles sur le long terme. C'est dans cette perspective qu'ont été construites les enquêtes du GDPAC, financées par Pfizer, et dont l'objectif était d'étudier le devenir à l'âge adulte d'enfants qui portent des pathologies chroniques. Deux de ces enquêtes ont été menées à l'hôpital Debré, une enquête qui porte sur le diabète de type 1, et la deuxième, c'est une enquête qui porte sur la transplantation rénale pour une insuffisance rénale chronique terminale. La méthodologie d'enquête repose sur des auto-questionnaires qui sont des auto-questionnaires très larges, presque 200 items, qui abordent des questions de leur vie quotidienne, avec la situation sociale, professionnelle, la qualité de vie via des questionnaires validés, la qualité de vie sexuelle, la vie reproductive, la transition pédiatrie-médecine adulte, et puis quelques questions de santé. Et on a comparé les données de ces enquêtes aux données de la population générale, en utilisant des ratios, les Standardized Incidence Ratio, qui est en fait un ratio entre le taux observé dans notre cohorte sur le taux attendu dans la population générale, mais le taux de la population générale de même âge, de même sexe, et éventuellement de même niveau d'éducation. La première enquête que je vais vous décrire, c'est l'enquête diabète de type 1. Le diabète de type 1 en France est une maladie fréquente puisqu'elle concerne environ 120 000 personnes avec 14 nouveaux cas pour 100 000 par an. Et cette incidence est en constante augmentation depuis 2 décennies, notamment chez l'enfant en bas âge.
L'enquête incluait 388 personnes, dont 166 hommes, avec un âge médian à 28 ans et un âge au diagnostic assez classique, 11 ans et demi, une durée de diabète de 17 ans. Je vais vous présenter les principaux résultats dans une approche volontairement un peu schématique, un peu dichotomique, parce que les médecins, on l'a dit ce matin, aiment bien les schémas, et aussi pour que vous ayez un aperçu de cette photo qu'on a essayé de tirer de cette population malade. En termes d'éducation, les résultats étaient vraiment favorables puisque le retard scolaire en CP comme en CE1 était moins fréquent que dans la population générale, sans doute en raison d'un surinvestissement de la sphère scolaire. Le niveau d'études ajusté sur l'âge et le sexe, mais aussi sur le diplôme parental, était même un peu supérieur à la population générale. En termes de profil professionnel, les patients avaient à peu près un profil proche de leur père en bonne santé, en termes de catégories socio-professionnelles, contrat de travail, taux de chômage. Mais paradoxalement, malgré ça, ces personnes diabétiques semblaient rencontrer des difficultés financières, avec des difficultés d'accès à la propriété immobilière, et presque un tiers d'entre eux avaient des revenus, toute allocation comprise, qui étaient inférieurs à 1 000 € par mois, alors que cette proportion est plutôt de l'ordre de 10% dans la population générale. Leur schéma de vie familiale était proche de celui de la population générale, avec un taux de vie en couple, un taux de célibat, un taux de vie au domicile parental qui était similaire au père sain. 3/4 des personnes qui avaient essayé d'avoir des enfants avaient finalement réussi. Et on avait cependant un taux de fécondité qui restait quand même un peu inférieur à celui de la population générale, sans doute en raison d'un peu un retard au projet de grossesse, du fait de la nécessité d'un équilibre de la maladie pour amorcer une grossesse, et aussi sans doute dû au fait que les grossesses chez les personnes diabétiques requièrent une surveillance assez drastique, et quand les femmes ont déjà un enfant, voire 2 enfants, elles ne cherchent pas forcément à en avoir d'autres. La détention du permis de conduire était aussi fréquente que dans la population générale, et c'est là le fruit d'un long travail des associations de malades pour assouplir la réglementation pour les personnes diabétiques. Et en revanche, les personnes avaient eu 6 fois plus que dans la population générale des expériences de discrimination pour la maladie ou le handicap, alors que le diabète de type 1, avant l'arrivée des complications, est une maladie quasi invisible. Donc ce chiffre peut surprendre. Une personne sur 6 avait renoncé au sport en raison de la maladie, et dans 2/3 des cas, c'était des sports non contre-indiqués. Le tabagisme était aussi fréquent que dans la population générale. En revanche, la consommation quotidienne d'alcool était bien plus fréquente, 3 fois plus fréquente chez l'homme et 6 fois plus fréquente chez la femme. Les scores de qualité de vie évalués par le questionnaire SF36 étaient des scores normaux dans les dimensions physiques. En revanche, dans les dimensions qu'on appelle mentales, elles étaient assez altérées. Concernant la sexualité, on voyait que la fréquence de l'inactivité sexuelle et des troubles sexuels était tout à fait attendue. En revanche, l'insatisfaction quant à la vie sexuelle était 2 fois plus fréquente. L'enquête greffe rénale, cette fois-ci, s'inscrit dans un contexte très différent. La greffe rénale, c'est 100 enfants par an en France, ce qui est très peu. Et dans la littérature, il a été identifié un très fort impact de la petite taille, une petite taille qui est très altérée chez les personnes greffées rénales dans l'enfance, et également un impact de la durée cumulée en dialyse sur le niveau éducatif et le chômage. Depuis ces études, en France, il y a une modification de la prise en charge des enfants avec une allocation prioritaire de greffons aux enfants qui a permis de réduire la durée cumulée en dialyse, et aussi un début du remboursement de l'hormone de croissance pour ces patients, qui a permis d'améliorer formidablement la taille définitive. Cette cohorte incluait 374 personnes d'âge à peu près de 27 ans, avec un âge à la première greffe de 12 ans et une durée cumulée en dialyse qui était assez réduite à 2 ans. Là, les résultats sont un peu différents de la cohorte diabète, avec un niveau de diplôme qui était relativement proche de la population générale, mais qui restait inférieur chez les femmes par rapport aux femmes en bonne santé. En revanche, le parcours scolaire était assez souvent chaotique, avec 3 fois plus de personnes qui n'avaient jamais intégré le système scolaire classique et un retard scolaire bien plus fréquent que dans la population générale. Le profil en termes de catégories socio-professionnelles était similaire au père sain. En revanche, on avait des contrats beaucoup plus précaires et presque le double de taux de chômage. Là encore, des difficultés financières étaient identifiées pour plus de la moitié qui gagnait moins de 1 000 € par mois, encore une fois, toute allocation comprise.
Le tabagisme lui était un peu inférieur à celui de la population générale et la consommation d'alcool était similaire. En revanche, en termes de projet de vie de famille, on voyait que les personnes étaient bien moins souvent en couple, 30% versus presque 50% dans la population de même âge et de même sexe. Et il y avait presque un tiers qui vivaient encore chez leurs parents. Seulement 40% des personnes ayant déjà essayé d'avoir des enfants avaient pu obtenir des grossesses et le taux de fécondité il est là très abaissé. Là encore, un taux de discrimination bien supérieur à celui de la population générale, 8 fois plus pour cause de maladie ou handicap. Le permis de conduire était moins souvent obtenu en raison surtout de la petite taille. Les scores de qualité de vie étaient altérés dans leur dimension physique et mentale. Et en termes de sexualité, les résultats étaient assez éloquents, puisqu'il y avait 6 fois plus de personnes qui n'avaient jamais eu de rapport sexuel, 3 fois plus d'inactivité sexuelle, des problèmes sexuels beaucoup plus fréquents chez l'homme comme chez la femme, et une insatisfaction 2 fois plus fréquente. Quand on essayait de comprendre pourquoi, dans cette enquête greffe rénale, on avait un décalage à la population générale en termes d'insertion, on a monté des modèles de régression logistique pour identifier des facteurs prédictifs du niveau éducatif, du chômage, de la catégorie socio-professionnelle, des revenus et de l'obtention du permis de conduire. Et il y avait 3 grands facteurs qui ressortaient régulièrement. C'était l'âge jeune, et on s'est demandé du coup s'il n'y avait pas... non pas vraiment des difficultés d'intégration, mais plus un retard à l'insertion sociale et professionnelle, un décalage dans le temps par rapport aux pères sains. Le deuxième facteur qu'on identifiait, c'était le faible niveau éducatif parental. Et le troisième, c'était le lourd passé néphrologique, et notamment l'association à des comorbidités ou à des déficits sensoriels. Dans le parcours de vie de ces malades, une étape a été cruciale, c'est l'étape de transition que la Society for Adolescent Medicine aux États-Unis définit comme un processus qui est déterminé, planifié au long cours et qui répond aux besoins non seulement médicaux mais aussi psychosociaux et éducatifs des adolescents et des jeunes adultes qui souffrent de problèmes de santé chronique et qui passent d'un système de soins dans sa globalité qui est centré sur l'enfant à un système de soins cette fois-ci orienté vers l'adulte. Il faut bien distinguer le concept de transition du concept de transfert qui en fait est juste le processus, le passage effectif en fait de la médecine pédiatrique à la médecine adulte. Cette transition représente un triple enjeu. D'abord un enjeu médical, puisqu'il s'agit pour le patient de s'adapter à un univers, à une culture médicale totalement différente entre la pédiatrie et l'adulte, de s'adapter à des nouvelles équipes, de prendre en charge lui-même sa maladie. Et il y a un risque, c'est bien décrit dans certaines maladies, il y a un risque de décompensation de l'état de santé. À ce moment-là. Il y a un enjeu psychologique aussi, puisque cette transition, elle est contemporaine de la maturation de l'adolescence, une maturation physique, une maturation psychologique, une maturation sociale. Et il y a un enjeu aussi d'insertion sociale et professionnelle, puisque c'est à cet âge-là que se posent les jalons de l'insertion. La transition, elle s'apparente un peu à un rite de passage qui est bien décrit par les anthropologues, avec une première étape qui serait la séparation du groupe, une mort symbolique. Une deuxième étape qui serait une étape de liminarité, de mise en marge, au cours de laquelle le jeune devrait affronter des périls et des dangers. Ça correspondrait à une espèce de nouvelle gestation. Et une troisième étape qui serait une réintégration dans le groupe, avec un statut social supérieur, une identité qui est transformée comme une renaissance symbolique. En pratique, dans les services, la transition, elle est souvent pas très planifiée et très soumise aux conjonctures de terrain, aux ententes entre les différents services. Et compte tenu des difficultés d'insertion certaines difficultés d'insertion qu'on a identifiées dans nos enquêtes GDPAC, on s'est posé la question de l'impact de cette transition sur le futur bien-être des malades, un bien-être médical, un bien-être psychologique, mais aussi un bien-être social. Et c'est à cette troisième question que nous allons essayer de répondre en croisant les données de transition de nos enquêtes GDPAC et les données d'insertion. Je vais vous présenter juste l'exemple du diabète de type 1. Le déroulement de la transition a été assez classique, avec un âge au transfert d'environ 17 ans, le plus souvent au lycée. Il y avait seulement un jeune sur 3 qui estimait avoir été préparé à la transition, que ce soit en consultation ou dans des groupes de réflexion. Seulement 2 sur 3 qui estimaient que le médecin pour adultes qu'ils rencontraient pour la première fois en consultation connaissait leurs antécédents. Et il y avait quand même 1 sur 5 qui avait connu juste après le transfert, une période sans suivi médical d'une durée médiane de 12 mois, ce qui paraît très long pour cette maladie.
Le vécu de la transition, qui était défini par le fait d'avoir une sensation de continuité entre la pédiatrie et la médecine adulte, et aussi le fait d'une sensation d'être passé au bon moment, était vécu comme un succès pour deux tiers de la cohorte, et comme un échec pour 20% des participants. On a essayé d'identifier des facteurs prédictifs du fait d'avoir un sentiment de succès de la transition. Et là, 4 facteurs prédictifs étaient identifiés. D'abord, le fait d'être préparé à la transition, ça c'était sans surprise. Deuxièmement, le fait d'avoir un long délai entre un transfert et l'enquête. Et ça pose la question d'un biais de mémoire, puisque plus on s'éloigne de l'étape du transfert, meilleur est le sens plus positif et le sentiment par rapport à la transition. Le troisième facteur, c'était le fait d'avoir été suivi dans la même unité pédiatrique dans l'enfance. Et le quatrième facteur, le fait d'avoir fondé une décision de transfert sur l'indépendance du patient. À long terme, on voyait que le niveau d'éducation, le chômage, les catégories socioprofessionnelles, le taux de consommation quotidien d'alcool et le taux de tabagisme étaient les mêmes, que la transition ait été vécue comme une réussite ou comme un échec. En revanche, on avait l'impression que le taux de participants qui présentaient au moins une complication du diabète était supérieur quand la transition était ratée par rapport à quand la transition était réussie. Il faut être très prudent avec l'interprétation de ces résultats, et avant d'en tirer un lien de causalité quelconque, puisqu'on n'avait pas de notion de la présence de complications avant ou après la transition, et on imagine bien qu'il peut y avoir une causalité réciproque des deux difficultés. Les scores de qualité de vie étaient altérés, eux, dans leur dimension physique et mentale, quand la transition était vécue comme un échec. On a là des pistes intéressantes de réflexion sur l'impact, sur le retentissement d'une transition sur l'insertion à long terme, mais on voit également les limites méthodologiques en fait, de ce travail, avec d'abord une question sur la définition du succès de la transition, un problème de critères de jugement, et la question du biais de mémoire dont on a parlé. Je cède maintenant la parole à Enora. Bonjour. Pour comprendre un petit peu ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la transition dont on vient de vous parler, qu'est-ce qui est mis en place et quels sont les facteurs sur lesquels on pourrait jouer pour qu'il y ait plus de gens qui se sentent en succès qu'en échec, je vais commencer ma présentation par un petit point sur la littérature internationale existante sur ce sujet. Donc juste pour voir, la transition, c'est un phénomène qui croît depuis les années 2000 de façon assez exponentielle. On est arrivé en 2013 avec un effectif de 94 papiers publiés sur PubMed sur la transition, alors qu'elle était inexistante avant 1988. Et on arrive à peu près à plus de 600 papiers sur la transition, seulement sur cette base de données qui est PubMed. Je vous ai fait une représentation des pathologies parce que vous allez le voir par la suite, la transition, c'est beaucoup traité par pathologie et pas vraiment comme quelque chose de global. Là, par exemple, on voit qu'il y a plus de 300 papiers sur les 600 qui sont pathologies spécifiques dès le titre. Donc le diabète de type 1 est le plus représenté, puis la muco, les troubles psychiatriques, le VIH, et puis on voit comme ça qu'il y a des pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres et certaines complètement absentes au niveau de cette problématique de la transition. On peut faire un constat de cette recherche bibliographique. Donc, il y a plus de 600 articles sur cette base de données, comme je vous ai dit, qui en parlent. Il y a beaucoup d'articles d'opinion de soignants pédiatriques. Je l'estime à environ 65% de la totalité de ces papiers. Ces soignants pédiatriques proposent des programmes de transition ou décrivent ce qui est fait chez eux dans leur service, donnent leur opinion sur ce qui est fait ou ce qu'ils devraient faire. Et il y a quelques revues de la littérature. On peut voir qu'il y a une importante diversité des pratiques. Il y a quasiment autant de programmes proposés que de services, puisque chacun le fait service dépendant. Mais les points de vue sont assez similaires, à savoir que la transition ne doit pas être basée sur l'âge, mais sur l'indépendance du patient, à savoir qu'il faut que l'approche soit multidisciplinaire pour que la transition soit réussie. Et pourtant, on a des diversités dans les programmes.
Il y a environ 35% d'études qualitatives, donc il y a beaucoup de focus group sur le vécu, et ces focus group s'intéressent principalement aux jeunes et aux soignants pédiatriques. Or, on va le voir, il y a d'autres personnes que les jeunes et les soignants pédiatriques qui sont impliqués dans ce processus. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences négatives qui sont relatées et il y a très peu de représentation des expériences positives qui pourtant pourraient nous permettre de comprendre ce qui marche dans la transition. Et enfin, il y a une toute petite part d'études d'intervention sur lesquelles je vais revenir un petit peu par la suite, qui représente moins de 1% des articles qu'on trouve qui parlent de la transition. Donc pour un petit constat, je vous ai fait les facilitateurs et les barrières qui sont redondants vraiment dans les articles dont je vous ai parlé. Il y a des facilitateurs qui sont intrinsèques ou extrinsèques aux jeunes. Au niveau des facilitateurs intrinsèques, on retrouve la maturité émotionnelle, la capacité et la motivation à s'autonomiser, mais il y a aussi beaucoup de facteurs extrinsèques, comme l'existence d'un protocole systématique de transition qu'on retrouve très rarement, le soutien social, l'implication des parents, la couverture maladie adaptée qui se pose beaucoup, entre autres aux États-Unis, l'accessibilité aux établissements de santé de façon pratique, parce qu'il y a des transports pour se rendre dans l'établissement adulte, et donc pour que le jeune puisse être autonome. Est-ce que le jeune a un lieu de résidence stable? Et donc tout ça, c'est pas propre aux jeunes. Ensuite, au niveau des barrières, il y a 3 types de barrières. Les barrières liées au système, donc l'assurance maladie, qui peut empêcher le jeune d'avoir des soins de qualité. La formation des soignants, par exemple les soignants adultes qui ne sont pas forcément formés pour accueillir des jeunes qui ont des pathologies, soit qui connaissent peu, puisque c'était des pathologies pédiatriques pendant longtemps, soit des soignants adultes qui ne sont pas forcément habitués à traiter avec les adolescents et donc qui ont une approche pas forcément adaptée. Ensuite, le suivi des patients au-delà du transfert qui est assez compliqué à mettre en place pour la pédiatrie. La communication entre services adultes et pédiatriques, mais aussi entre les différents services soignants si l'approche est multidisciplinaire. La différence de prise en charge entre les services pédiatriques et adultes qui peuvent creuser un fossé, donc du coup qui peuvent faire que le jeune se perd entre ces deux prises en charge. Ensuite, il y a des barrières qui sont liées au patient et à sa maladie, les problèmes d'adhérence au traitement par exemple, la complexité du traitement, sa stabilité sociale et la stabilité de son état de santé. Et enfin, il y a des barrières psychologiques, comme séparer le patient et sa famille des soignants pédiatriques après une relation longue durée qui s'apparente souvent à une relation presque familiale, la stigmatisation des établissements pour adultes, où on craint que la maladie s'empire par exemple. Et pour rebondir sur ça, je vous montre un petit peu ce qui est fait dans les études d'intervention, qu'est-ce qu'on prend en compte comme barrière et comme facilitateur dans les programmes et sur quoi on joue. Donc les études d'intervention, elles représentent seulement une vingtaine d'articles à peu près, dont 6 en 2013. Les interventions sont principalement et au total monocentriques sur une pathologie donnée et sur un petit groupe de patients. Les interventions peuvent se faire sur le patient, donc on va faire de l'éducation du patient, on va tester son autonomie, essayer de le rendre autonome, on va le faire rencontrer d'autres adolescents qui sont passés ou qui sont en voie de passage comme eux pour qu'ils puissent se préparer au mieux au transfert. On va faire des interventions sur les équipes soignantes, on va mettre par exemple en place des coordinateurs de transition qui sont en fait des personnes qui vont aider le jeune à effectuer sa transition, à savoir ils vont les appeler lorsqu'ils vont rater un rendez-vous médical en médecine adulte, ou alors ils vont prendre les rendez-vous pour eux, ou alors la mise en place de rendez-vous conjoints, c'est-à-dire que le médecin adulte et le médecin pédiatre organisent des rendez-vous avec les jeunes le temps de la transition pour que le jeune s'habitue à son nouveau médecin. Et enfin, il y a des interventions sur l'accès aux soins. Donc des cliniques de transition, qui sont des choses qui ne sont pas du tout faites en France, mais qui existent au Canada et aux États-Unis, qui permettent d'avoir un lieu où la prise en charge est spécialisée pour les jeunes adultes, ou alors des supports téléphoniques pour permettre aux jeunes justement de savoir comment s'adapter à cette nouvelle médecine. Il y a des interventions, il y a des programmes qui proposent une seule de ces interventions et d'autres qui proposent de multiples modalités.
Donc l'évaluation, elle se fait sur les rapports d'analyse biologique globalement, puisque les critères de jugement sont principalement cliniques. Donc on comprend que ces programmes sont spécifiques à la maladie. Mais il y a aussi des évaluations par questionnaire et par entretien qualitatif, notamment pour évaluer la qualité de vie, l'autonomie et la satisfaction du jeune. J'ai mis entretien qualitatif et satisfaction en dernier dans mes listes parce que c'est quelque chose qui revient peu. On s'intéresse vraiment spécifiquement aux modalités cliniques et au recours aux services de soins. Donc ce qu'il ressort de la littérature, c'est que l'élaboration des programmes de transition sont faites exclusivement par les soignants pédiatriques et il y a peu de prise en compte de la vie des jeunes ou des soignants adultes par exemple. Il y a une implication faible des soignants adultes de manière assez générale, même dans les articles d'opinion. Les facteurs psychosociaux se peuvent considérer. On s'occupe principalement des facteurs cliniques. Il n'y a pas de critères qui définissent le succès global de la transition. Et donc c'est un problème pour évaluer l'efficacité d'un programme quand on ne connaît pas la définition du succès. Puisqu'en fait, comme c'est un processus complexe, la définition du succès serait complexe. Et malgré les propositions qui ont été faites, il n'y a pas encore de définitions consensuelles qui permettent vraiment d'évaluer la globalité du succès. Puis ensuite, il y a une absence de preuves solides d'efficacité des programmes de transition et de leurs composantes, puisqu'il y a pas mal de limites méthodologiques aux études d'intervention, notamment les petits effectifs, les groupes de comparaison qui sont rarement adaptés, qui sont rarement des vrais groupes de comparaison. Donc, pour répondre un petit peu à tous ces manques qu'on a identifiés dans la littérature, on s'est proposé de monter une étude qui s'appelle Transad et donc qui fait l'objet de ma thèse. La problématique était que les stratégies effectives pour une transition réussie selon les acteurs concernés, qui sont les soignants pédiatriques, les soignants adultes, les familles et les jeunes. Et quand je dis soignants, en fait, ce n'est pas forcément que les soignants, parce qu'on voit qu'il y a des travailleurs sociaux comme les éducateurs ou les assistants sociaux qui sont aussi, qui prennent aussi part dans cette transition. Ces stratégies requièrent un ensemble de pratiques coordonnées et planifiées. Et on ne connaît pas encore la combinaison de celles qui sont considérées essentielles et effectives du point de vue clinique, mais aussi psychologique et social par tous les acteurs impliqués. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'identifier les pratiques transitionnelles, consensuelles et communes à un ensemble de maladies chroniques considérées satisfaisantes par les jeunes, leurs familles et les soignants des services de pédiatrie et d'adultes. On a choisi de faire cette étude sur un ensemble de maladies chroniques, puisqu'on pense qu'il y a certains invariants structuraux en fait, au programme, par exemple le fait d'être accompagné ou non, le fait d'avoir une préparation et quelle préparation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à des maladies chroniques différentes, et nous ce qu'on souhaite c'est mettre en place un tronc commun qui pourrait correspondre au plus grand nombre de jeunes possible, avec bien sûr des modalités qui se rajouteraient selon la pathologie, puisqu'il y a des spécificités qu'on n'ignore pas. Donc pour répondre à notre objectif, on a mis en place un protocole en 3 étapes. La première étape, ça sera d'identifier les pratiques qui sont aujourd'hui mises en place. Donc d'une part via la littérature et d'autre part sur le terrain, donc en rencontrant tous les acteurs concernés. Et donc ça nous permettra d'explorer la transition, ses pratiques et les expériences. Et donc ça par tous les acteurs concernés, donc que ce soit pédiatriques, adultes, jeunes, familles, travailleurs médicaux ou sociaux. On souhaite vraiment faire une photographie très large de toutes les personnes qui sont impliquées dans la transition. Notre deuxième étape sera de déterminer les pratiques qui sont consensuelles. Donc en réalisant une sélection des pratiques concordantes pour l'ensemble des acteurs, on fera une séance de consensus donc pour définir ces pratiques. Et puis enfin, valider les pratiques consensuelles pour qu'on soit sûr que ce qu'on a retenu s'applique à une population plus large que celle qu'on aurait étudiée dans les étapes 1 et 2. Et donc on vérifie que ces pratiques sont vraiment associées à une satisfaction de la transition et qu'elles sont applicables.
nos perspectives avec ce travail, c'est de proposer des recommandations pour l'amélioration du processus de transition et d'autre part de proposer des stratégies de parcours de soins qui pourront être secondairement évaluées en termes d'efficience et d'effectivité. Il y a une dernière diapo sur les projets en cours puisque la transition constitue réellement un axe de recherche à l'hôpital Robert Debré de notre unité. Donc on voit les cohortes GDPAC qu'Hélène nous a présentées, mais il y a aussi des travaux sur la drépanocytose, sur le diabète de type 1 et des travaux un peu plus globaux comme l'étude dont je viens de vous parler. Et puis des projets à venir qui peuvent potentiellement faire l'objet de discussions avec vous, qui sont des projets de e-cohorte et des projets d'études qualitatives des forums internet sur les jeunes qui s'expriment à propos de leur maladie chronique. Voilà. Pour clore, du coup, on vous a mis un peu le programme de recherche, donc la prise en compte des aspects psychosociaux, le fait d'agrandir les prises en charge qui sont aujourd'hui dépendantes de chaque équipe médicale, et puis ensuite, potentiellement, définir ce qu'est une bonne transition et comment l'évaluer dans sa globalité. Voilà, merci. Bien, je vous remercie pour cette présentation. Je vais introduire un petit peu le débat avec la salle. De ma place de pédopsychiatre et travaillant en oncohématologie pédiatrique où les problématiques sont pour certaines similaires et un peu différentes. En tout cas, merci d'avoir discuté cette question de la transition qui est un sujet d'actualité et d'intérêt si on en juge au nombre de publications médicales qu'elle génère chaque année. C'est vraiment tout à fait important. Et pour moi, c'est un moment tout à fait critique dans le parcours de soins des jeunes gens malades depuis l'enfance ou ayant été malades enfants ou adolescents. Mais c'est aussi un moment extrêmement critique et problématique pour les soignants qui s'occupent de ces jeunes gens. Et on pourrait aussi inclure d'autres partenaires impliqués dans la transition, que sont les parents, dont vous n'avez pas parlé, mais qui sont aussi complètement sollicités et interrogés aussi par cette question-là. Je pense notamment au diabète, où ils ont été et sont encore parfois partenaires de soins extrêmement impliqués dans la pathologie de leur enfant. En tout cas, pour moi, en tant que psy, la transition, c'est vraiment un moment qui pose un enjeu en termes de rupture et de continuité, avec, on pourrait dire, un objectif, si tant est qu'on puisse en définir un, qui est que cette transition puisse permettre une séparation avec la pédiatrie, parce qu'il faut bien se séparer, et que c'est une des grandes difficultés de ce que suppose la transition, mais se séparer sans pour autant que cette séparation consiste ou entraîne une rupture, puisque vous l'imaginez bien et vous le savez, c'est une angoisse qui étreint littéralement les soignants en pédiatrie, que cette séparation se solde par une rupture des soins ou une non-poursuite auprès des équipes médicales adultes. Je voulais revenir sur 2-3 choses. Je suis aussi tenté, ou j'ai comme beaucoup sans doute le désir de faire de la transition un rite de passage, et en même temps je pense qu'il faut, bien que n'étant pas anthropologue, discuter cette question-là. Je ne suis pas très sûr, en tout cas si je me base sur mon expérience en oncohématologie pédiatrique, qu'elle constitue, en tout cas à l'heure actuelle, un rite de passage. Je dirais même exactement le contraire, dans la mesure où, en tout cas en oncohématologie pédiatrique, alors que tout le parcours de soins est extrêmement structuré, que toutes les décisions thérapeutiques se rapportent à des protocoles, sont validées en RCP, en réunion de concertation pluriprofessionnelle. Moi, ce qui m'a intéressé dans la transition, c'est que c'est vraiment un moment où chacun, et en particulier les pédiatres, sont laissés complètement seuls dans l'organisation, la planification et la réalisation de cette transition. Et c'est vraiment en ça un moment qui n'est pas du tout justement ritualisé, et en tout cas sûrement pas ritualisé de manière symbolique. Alors on pourrait imaginer qu'un des objectifs serait de faire de la transition un moment qui puisse avoir cette vertu-là, symbolique. Faudrait-il encore qu'elle soit organisée et reconnue dans sa dimension symbolique par la communauté soignante, me semble-t-il en tout cas.
L'autre chose que je voulais évoquer, c'est que je trouve qu'il y a un paradoxe quand même très à l'œuvre dans la manière dont on parle de la transition. Peut-être commencer aussi par, mais vous l'avez un peu fait, discuter cette question de qu'est-ce que serait une transition réussie, hein, et de quel point de vue, et vous introduire peut-être à l'écart grand, hein, sinon parfois immense, entre ce qu'est ou ce que serait une transition réussie du point de vue des médecins pédiatres, ce qu'elle serait aussi du point de vue des patients. Et je trouve que là se loge aussi quelque chose de assez paradoxal à mon idée, c'est-à-dire qu'on ne cesse, en tout cas dans la littérature et dans le discours, de prévaloir l'autonomie et l'indépendance de ces jeunes gens comme un préalable à la transition. Et en même temps, on leur demande aussi ce qui s'apparente quand même, de mon point de vue, à une soumission totale à des exigences qui sont essentiellement des exigences médicales, hein, de poursuite des traitements, d'intégration dans une continuité des soins médicaux, alors même que du coup tout cela élude quand même, hein, ce qui est aussi à mon avis central dans la question de la transition, c'est celle qu'elle se réalise le plus souvent au moment de l'adolescence ou en fin d'adolescence, et qu'on voit bien aussi comment les processus adolescents, qui s'accommodent mal, vous le savez, de cette soumission, hein, sont là complètement éludés, hein, et c'est très compliqué parce que la grande angoisse des soignants, c'est quand même qu'au travers de la remise en question de la compliance au traitement, de l'adhésion au suivi médical, hein, l'adolescence ou les processus adolescents sont vraiment vécus comme susceptibles de mettre à mal la transition. Et je trouve qu'il y aurait vraiment à réfléchir aussi, hein, dans ce processus-là pour en faire quelque chose qui permette aussi l'émergence et l'expression des processus adolescents, hein, ce qui ne me semble pas être totalement le cas à l'heure actuelle, si ce n'est envisagé comme quelque chose qui est craint, hein, et qu'il faudrait comme ça éviter dans la mesure du possible. Et par exemple, quand on pense à la question du diabète, je trouve aussi que où là aussi on requiert l'autonomie, la capacité de se prendre en charge, on fait un peu l'impasse aussi sur ce qu'il peut y avoir de spécifique à cette pathologie, c'est-à-dire le fait que le diabète par essence met les jeunes gens en situation de dépendance extrême et vitale et durable vis-à-vis d'un objet, comme on dit nous les psys, c'est-à-dire l'insuline, hein, dont leur vie dépend quotidiennement. Et du coup, là aussi, ça me paraît un peu paradoxal de revendiquer, d'attendre aussi une telle autonomie, indépendance, alors même, hein, que n'est pas reconnue cette dépendance fondamentale et les effets de celle-ci. Et peut-être pour ouvrir la discussion avec vous, revenir sur cette question de qu'est-ce que serait une bonne transition, de quel point de vue, et en disant aussi que, vous l'évoquiez, tout ça est extrêmement dynamique, hein, et susceptible d'évoluer dans le temps. Et je crois qu'au-delà des biais de mémoire, c'est aussi que l'acclimatation à la médecine adulte prend du temps, et qu'entre la première consultation et les émois que ça suscite chez les jeunes gens, hein, nombreux quand on les écoute, il faut aussi du temps pour s'acclimater. Et je trouve que dans votre présentation, il y avait quelque chose d'important parce que vous évoquiez aussi l'importance d'une stabilité de l'équipe pédiatrique comme un préalable à une transition réussie. Et je trouve que ça rejoint complètement ce qu'on sait nous les psys, c'est-à-dire l'importance qu'il y ait des objets disponibles et suffisamment continus, hein, durant l'enfance pour pouvoir se séparer. C'est-à-dire que la séparation, forcément, convoque aussi, hein, la stabilité, et la pérennité des liens dans ce champ médical. Donc je trouve que tout ça peut aussi nous aider à réfléchir à l'amélioration et à la conception de ces programmes.